Application du principe fondamental de la dynamique dans le cas d'un objet placé dans un champ de pesanteur uniforme. Pour cet exemple, nous allons étudier le lancer d'une balle de masse m et de vitesse initiale non nulle, notée V0. Première étape, il faut choisir le système étudié. Ici, bien entendu, c'est la balle de masse m que l'on va repérer par son centre de gravité noté G. Il faut ensuite choisir le référentiel. Ici, le référentiel est terrestre, considéré comme galiléen. À ce référentiel, il faut associer un repère. Ici, nous allons choisir le repère orthonormé OIJK, le vecteur I étant le vecteur unitaire sur l'axe OX, l'axe horizontal, le vecteur J étant le vecteur unitaire sur l'axe vertical OY, et le vecteur K étant le vecteur unitaire sur l'axe OZ. L'origine du repère est choisie comme étant la position initiale de la balle. Dernière précision, le vecteur initial V0 est placé dans le plan OIJ. Enfin, pour compléter le choix du référentiel, vous devez définir l'origine des temps. Le temps t égale 0 sera égal au moment où la balle quitte la main. Ensuite, il faut réaliser le bilan des forces extérieures qui s'appliquent au système, donc qui s'appliquent à la balle. La balle est placée dans le champ de pesanteur uniforme, donc vous allez considérer le poids comme étant une des forces qui s'appliquent à la balle. Le poids, nous savons que c'est égal à P égale M fois G, le vecteur intensité de pesanteur. Étant donné que le vecteur G est orienté vers le bas, il est dans le sens opposé du vecteur unitaire J, donc nous pouvons modifier la formule du poids pour le projeter dans le repère OIJ, et en l'occurrence ça permet d'écrire que le vecteur poids est égal à moins mgj, que l'on peut donc représenter par exemple avec la balle à cet endroit et le vecteur poids ainsi. Pas d'autre force à considérer puisque nous négligeons les frottements de l'air, nous considérons donc la balle dans un mouvement de chute libre. Dernière étape, nous pouvons enfin appliquer le principe fondamental de la dynamique. Le principe fondamental de la dynamique, appliqué dans un référentiel galiléen, nous dit que finalement la somme des forces extérieures qui s'appliquent ici à la balle est égale à la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement. La somme des forces extérieures qui s'appliquent à la balle est tout simplement égale au poids, et nous savons que le vecteur quantité de mouvement est égal à la masse fois la vitesse. Sa dérivée temporelle, ici, sera simplement égale à la masse fois le vecteur accélération, puisque la masse de la balle est constante au cours du mouvement. Cela nous permet d'écrire que la masse fois le vecteur accélération est égale à la masse fois l'intensité de pesanteur, qui est aussi égale du coup à moins mgj. Et donc, par simplification, on peut supprimer la masse, et on arrive donc vecteur accélération égale moins g fois le vecteur unitaire j. Le vecteur accélération, il peut se décomposer selon l'axe I, l'axe J et l'axe K, avec donc AX, la composante du vecteur accélération sur l'axe I, AY, la composante du vecteur accélération sur l'axe OY, et AZ, la composante du vecteur accélération sur l'axe OZ. Par identification, il n'y a pas de composante sur l'axe I, donc AX de t vaut 0, la composante sur l'axe J vaut moins g, et la composante selon k vaut 0. Maintenant qu'on a l'accélération, on va pouvoir chercher la vitesse en sachant que le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc il faudra, pour y arriver, prendre la primitive du vecteur accélération et il faudra tenir compte du vecteur vitesse initiale. La composante du vecteur accélération selon I est égale à la dérivée de la composante du vecteur vitesse par rapport au temps, et donc c'est égal à 0 par l'identification. Même travail avec AY, c'est la dérivée de la composante du vecteur vitesse selon l'axe OY par rapport au temps, et donc c'est égal par identification à moins g. Et puis la composante du vecteur accélération selon l'axe Z est égale à la dérivée de la composante du vecteur vitesse selon l'axe OZ par rapport au temps, et donc ça c'est égal à 0. À partir de ça, du coup, il va falloir primitiver ou intégrer. La dérivée de la composante selon x vaut 0, donc si on intègre,
c'est égal à une constante. La dérivée de la composante selon l'axe OY est égale à moins g, qui est non nulle du coup. Donc la composante du vecteur vitesse va être égale à moins gt, et on n'oublie pas de placer une constante. Et enfin, la composante du vecteur vitesse selon l'axe z sera égale à une constante, puisque vous aviez au départ 0. Cx, Cy, Cz sont les constantes d'intégration qu'il ne faut pas oublier. Ces constantes d'intégration, on va pouvoir les trouver en utilisant une donnée, en l'occurrence en utilisant les conditions initiales. Nous savons au départ finalement que le vecteur vitesse est placé dans le plan OIJ. Nous allons donc devoir projeter le vecteur V0 dans le repère OX, Y, Z. Le vecteur V0 se décompose, la composante Vx0 est ici, elle est tout simplement égale, vu que vous avez l'angle alpha ici, entre le vecteur V0 et l'axe OX, donc ici c'est finalement le côté adjacent, donc vous avez Vx0 qui est égal à V0 cosinus alpha. La composante Vy0 est ici, on la retrouve aussi ici, donc finalement c'est le côté opposé à l'angle alpha, donc Vy0 est égal à V0 sinus alpha, et enfin Vz0 par définition vaut 0, puisque le vecteur V0 est dans le plan OXY. Il suffit maintenant de prendre l'expression générale trouvée précédemment, à t égale à 0, qu'est-ce qui va changer? G fois 0 va s'annuler, il vous restera juste Cx, Cy et Cz. Donc nous avons trouvé les constantes d'intégration, et donc nous pouvons trouver ainsi l'expression générale du vecteur vitesse, qui se trouve être du coup V0 cosinus alpha sur l'axe X, moins Gt plus V0 sinus alpha sur l'axe Y, et 0 sur l'axe Z. À partir de la vitesse, nous pouvons obtenir le vecteur position, et nous savons finalement que le vecteur vitesse est relié au vecteur position, puisque c'est la dérivée du vecteur position. De nouveau, ça nous permet d'écrire chaque composante. La composante selon l'axe x du vecteur vitesse est égale à la dérivée de la coordonnée x par rapport au temps, même topo pour l'axe OY et pour l'axe OZ. Et nous venons de trouver du coup que ces composantes étaient égales à V0 cos alpha, moins Gt plus V0 sinus alpha et 0. Il suffit donc d'intégrer par rapport au temps. V0 cosinus alpha est une constante. Donc du coup à l'arrivée nous aurons V0 cosinus alpha t plus une constante d'intégration. Pour la coordonnée y, nous avons moins gt, qui en intégrant va devenir moins 1 demi de gt carré, plus on avait V0 sinus alpha qui est une constante, qui va devenir du coup V0 sinus alpha fois t, et puis on place une constante d'intégration. Et pour terminer, z, la coordonnée z, on intègre la valeur nulle, donc à l'arrivée vous avez une constante d'intégration dz. Comme tout à l'heure, pour trouver les constantes d'intégration, il faut choisir un instant connu. L'instant initial est connu. En l'occurrence, nous savons que le vecteur position est égal au vecteur nul, puisque G est placé au point O à l'instant initial. Donc x0, y0, z0, les coordonnées du vecteur G à l'instant initial sont nulles. Il suffit de remplacer dans l'expression de tout à l'heure t égale à 0. Donc v0 cosinus alpha t s'annule. Moins 1 demi de gt carré s'annule. V0 sinus alpha t s'annule. Et donc, à t égale 0, x vaut dx, y vaut dy, et z vaut dz. Et par identification, du coup, ces constantes d'intégration sont nulles, et on arrive ainsi à l'expression OG égale V0 cosinus alpha t selon la composante x, selon la composante y c'est moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t, et enfin, selon z, c'est 0. Ces trois équations sont appelées les équations horaires du mouvement, puisqu'elles dépendent du temps. Dernière étape, très souvent, vous aurez à trouver l'équation de la trajectoire. Pour y arriver, il faut éliminer la composante temporelle de ces équations. Le plus simple ici est d'obtenir le temps à partir de l'équation associée à x, la coordonnée x. On isole le temps, on obtient x sur v0 cosinus alpha qu'il suffit d'injecter dans notre équation de y de t. On va obtenir ici un x carré,
sur V0 cosinus alpha carré, et puis donc avec le produit moins 1 demi de G. Le deuxième terme, on va obtenir x sur V0 cosinus alpha, les V0 vont se simplifier, vous aurez sinus alpha sur cosinus alpha, et ça c'est tangente alpha. Si on regarde cette équation, c'est un polynôme du second degré, ce sera donc une parabole, et donc pour savoir l'orientation de la parabole, il suffit de regarder la valeur du coefficient présent devant x au carré. Ici, en l'occurrence, cette valeur sera négative, puisque g est positif. V0 cosinus alpha carré est positif, et donc le signe négatif est bien présent. Et donc vous aurez une parabole qui sera orientée vers le bas. Donc voici à quoi va ressembler la trajectoire de la balle.